Écran.fr, le podcast, Erwan Cario, bonjour. Au programme cette semaine, on va parler des blogs BD. On va parler plus précisément du Festiblog, le festival des blogs BD qui aura lieu ce week-end à Paris. Et pour ça, on a un invité, le premier invité de cette saison, Yannick Lejeune. Bonjour Yannick. Bonjour. On revient vers toi, mais je vais annoncer la suite du programme parce qu'il n'y a pas que toi. Et on va parler de Twitter et du compte du Quai d'Orsay qui a été piraté, le chronophage, la minute même évidemment. Diaspora, une alternative libre à Facebook qui se lance. On ne sait pas si ça va marcher, mais on espère en tout cas. Et puis ce sera fini. On reviendra sur les blogs BD, tout ça. Enfin, je vais pas faire un programme quand même trop précis. Hein, il y aura des surprises. Non, il y en a pas. Bref, et on finira avec le trailer. Mais je commence en accueillant l'équipe d'écran.fr. Alexandre Herveau. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour Yannick. Bonjour tout le monde. Tu as dit bonjour Alexandre. Bravo. C'est bien parti. Et Andrea Fradin. Bonjour Andrea. Salut. On commence avec l'internet bullshit de la semaine. C'est évident, on n'y coupe pas. Et là, on est qu'au 3e épisode. Il est déjà là. C'est notre très cher ami Frédéric Lefebvre. C'était le 20 septembre 2010, donc dans l'émission Oui Non sur LCI. Et on ne sait pas d'où ça vient. Il n'y a aucune raison pour qu'il parle d'internet, mais ça. Qu'il y ait encore évidemment quelques comportements condamnables, oui, mais les paradis fiscaux, on peut dire aujourd'hui que c'est fini. Et de la même façon, il y a un sujet sur lequel j'ai appelé de mes vœux, il y a déjà des mois et des mois. Un G20, c'est le net, le G20 du net. Pour qu'on régule aussi le net. Ça fait partie des sujets où il faut que le monde se mettre d'accord. Alors merci Frédéric Lefebvre. On ne sait pas. D'abord, alors il nous apprend que les paradis fiscaux c'est fini. C'est fini. Il n'y en a plus. Alors d'ailleurs, je pense que je vais aller en parler à un spécialiste de l'économie. Ça c'est parce qu'ils veulent rayer le Luxembourg de la carte aussi. Hein. Aussi. Oui, à mon avis, c'est lié à ça. Hein, j'avais oublié ça. Et donc d'un seul, on ne sait pas pourquoi Frédéric Lefebvre se met à parler de réguler Internet avec un G20. Et alors ce n'est pas la première fois. Surtout que le G20 c'est Frédéric Lefebvre, mais il y en a d'autres. Oui, Par exemple, le G20 G20 c'est Frédéric Lefebvre, l'ONU c'est Nadine Morano. On écoute. Internet, c'est fabuleux. En même temps, il faut réguler. Et le problème d'Internet, c'est qu'il faut réguler pas seulement au niveau national, c'est qu'il faut réguler au niveau mondial. Et que la vraie difficulté, elle vient de cela. C'est que nous n'avons pas tous les mêmes législations et qu'il faudrait une mobilisation de l'ONU sur ces sujets. Voilà, donc ça c'était le 23 février, vous les avez déjà entendus si vous nous avez écouté la dernière saison, parce que c'était évidemment sélectionné en Internet Bullshit. Forcément. Et dernière, alors on a eu le G20, on a eu l'ONU, et il faut maintenant un Copenhague de l'Internet. Bah oui. Et cette fois-ci, alors on en avait parlé à Japan Expo, elle avait été nominée à cette occasion. C'est Chantal Brunel dans l'émission vidéo de Madame Figaro qui nous explique qu'il faut un Copenhague de l'Internet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle explique pourquoi, parce qu'il y a toujours pour protéger les enfants, mais finalement ça pourrait peut-être servir à autre chose. Ce que je crois, c'est qu'il faut faire quand même convoquer, il faudra un jour se regrouper Internet de façon internationalement, faire un Copenhague de l'Internet, qu'on convoque les fournisseurs d'accès Internet pour interdire et pour qu'ils ferment tout de suite l'accès à ces sites, et on réglerait accessoirement en plus le problème de la création artistique. Ben voilà. D'une paire de coups. Voilà. C'est tellement simple. C'est impressionnant. Alors pour ceux qui s'en souviendraient pas, parce que Copenhague, la ville danoise comme ça, c'était juste parce qu'il y avait eu le fameux sommet pour l'environnement, en faveur de l'environnement. Comme il n'a pas du tout eu de conséquences positives, on a peut-être oublié. Donc c'était pour rappeler un peu le contexte. Voilà, merci. Enfin voilà, là on a le G20, l'ONU, Copenhague. On aura sans doute un Grenelle de l'internet, un Yalta de l'internet. Enfin bon, on leur laisse, ils ont de l'imagination, mais on se demande quand même pourquoi Frédéric Lefebvre s'est mis à parler d'Internet à cette occasion-là. On voit pas le lien, mais c'est l'art forcément, il faut réguler. Forcément, il faut réguler car Internet c'est dangereux, on le sait bien. Voilà, c'était l'Internet bullshit de cette semaine. Peut-être que Frédéric Lefebvre reviendra nous voir à l'occasion de cette rubrique, sait-on jamais. Yannick Lejeune, donc tu es le fondateur, on va appeler ça comme ça. Comment est-ce que tu te qualifierais par rapport au festival des blogs BD ? L'initiateur.
gentil organisateur. Le gentil organisateur. Le gars qui flippe juste avant. Voilà. Non, oui, on a eu l'idée avec un camarade, et puis depuis, j'ai été rejoint par d'autres camarades et une armée de bénévoles, donc on va dire que je suis le grand animateur. Le grand animateur. Donc le Festival des blogs BD, c'est ce week-end à Paris, donc c'est mairie du 3e arrondissement, toujours, oui. Depuis l'année dernière, c'est cet endroit-là. Donc, le Festival des blogs BD, ça a commencé en 2005. Comment est-ce que tu as eu cette idée-là avec ton ami dont tu parlais? Alors, la version courte, c'est que moi je suis informaticien à la base, donc j'aimais les nouvelles technologies, je lisais des blogs high-tech. Parallèlement, j'aimais bien écrire, j'ai écrit des bouquins d'informatique, c'était pas très fun, donc je me suis mis à faire du journalisme de bande dessinée, de la chronique, de la critique. Et puis la convergence des deux, les blogs, la bande dessinée, ça m'a donné une envie d'aller voir ce qui se passait dans la blogosphère BD. Suite à une critique sur un album qui s'appelait Harley Davidson, j'avais écrit une bonne critique sur cet album. Il y a un blogueur qui était l'auteur de cet album qui a dit « Yannick Lejeune, qui que tu sois, tu es mon ami sur un blog ». Je lui ai dit « Si je suis ton ami, rencontrons-nous ». On s'est rencontrés, on est devenus amis. Et un soir, il y avait un clash. Alors quel était cet auteur C'est Eric Derian, voilà, on va le nommer quand même. Turalo. Voilà. Et un soir, il y avait un clash entre deux blogueuses BD, une qui s'appelait Laurel et une qui s'appelait Chat pour diverses affaires. Et il y avait plusieurs centaines... Ceux qui suivaient à l'époque les blogs BD se rappellent. Voilà. Et donc leurs fans s'injuriaient mutuellement dans les commentaires et ça laissait plusieurs centaines de commentaires, voire des milliers. Et je me suis dit, tiens, il y a une vraie communauté autour de ces gens-là. Donc c'est né sur une engueulade en fait. Oui, et en fait on s'est dit tiens, ces gens-là qui se battent, ils ont tous un pseudo. Je me demandais à Turalo, est-ce que tu connais les gens qui te laissent des commentaires tous les jours? Il m'a dit non. J'ai dit bah tiens, si on faisait un truc où tu les rencontres dans la vraie vie. Et c'est né comme ça. Donc au début, ça devait être 4-5 personnes autour d'une table. Et puis il s'est trouvé que l'idée a plu, le bouche à oreille dans la blogosphère a fait son boulot. Et peut-être que aussi l'idée de festival dans la bande dessinée, c'est quand même quelque chose d'assez reconnu en fait avec les séances de dédicaces dans la bande dessinée, ça se fait beaucoup, que ce soit à Angoulême, que ce soit à Saint-Malo ou dans les autres festivals en France. Donc du coup transposer ce principe sur les blogs, ça c'est venu assez naturellement, je pense. L'idée c'était vraiment de dire les blogueurs BD, ils font de l'art. Ils ont le droit à une certaine reconnaissance. La meilleure preuve, c'est qu'ils rencontrent un public. Et puis là, on peut le voir s'ils ont un public parce qu'ils laissent des commentaires. Donc, on va organiser une reproduction de la relation entre le blogueur et le lecteur dans la vraie vie. Donc, le dessin sera gratuit parce que quand on va sur un blog, en général, c'est gratuit. Et les gens feront des commentaires parce que quand ils reçoivent un dessin, ils laissent des commentaires. Est-ce qu'ils disent prums quand ils arrivent au début de... Il y en a, oui. C'est vrai. Il y en a, oui. Et du coup, on s'est dit, le problème c'est qu'à l'époque, les blogs, à part Loïc Lemeur qui faisait résonner ça dans les médias, qui commençaient à s'y intéresser, les gens connaissaient pas. La BD, ça restait pour beaucoup de gens quelque chose d'assez marginal. Donc on s'est dit, si on met pas festival devant, les gens comprendront pas ce qu'on essaye de faire. Donc on a mis festival, mais au début c'était un bien grand mot pour une espèce de powwow des blogueurs BD où on visait à se retrouver entre nous, quoi. D'accord. Et en fait, le truc, c'est que ça a très vite, très bien marché. Tout de suite, d'une part, du côté de la blogosphère BD, ça a explosé. Il y en a eu de plus en plus. Alors, on connaît, on en reparlera de blogs plus précis, mais voilà, il y avait les précurseurs comme Boulet, Mélaka, Laurel ou Chat dont tu parlais tout à l'heure. Et après, c'est vrai que ça a explosé. Tous les dessinateurs en herbe qui avaient un tout petit peu de talent, voire pas, mais qui avaient des idées, se sont mis à faire leur blog. Et donc, du coup, c'est devenu un rassemblement vraiment d'un phénomène particulier du web. Ce qui est intéressant dans la blogosphère BD, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de talent pour trouver un public. Il suffit de savoir un petit peu dessiner ou pas, et d'avoir un truc à raconter, mais aussi bien au grand public que peut-être juste à sa tante, à ses potes du lycée. Madame Carton, elle est méchante, ça va faire rire ses 3 potes de la classe. Et c'est ça qui est plaisant, c'est que comme il n'y a pas de filtre éditorial, tout le monde a le droit à la parole. Ensuite, nous, notre boulot, c'est de faire une sélection qui soit à peu près représentative. Ouais. Donc on a des amateurs, des professionnels, des gens publiés, des gens qui ne le sont pas, des gens qui veulent l'être, des gens qui s'en foutent. On essaye d'avoir tout ce qu'il y a dans la blogosphère BD, plutôt des gens que les gens ont envie de rencontrer, qui sont sympathiques et autres, puisque de toute façon, c'est un festival dont l'entrée est gratuite. Il n'y a pas de notion d'argent, la dédicace est gratuite, donc autant inviter des gens sympas.
Et du coup, oui, ça donne cette ambiance représentative, on l'espère, de ce qu'est la blogosphère BD. Parce que toute la blogosphère n'est pas conviée, évidemment, c'est limité en nombre de places. Alors cette année, c'est 120 auteurs officiellement invités et tous les autres qui seront dans le square à côté. Alors, c'est pas tout. Il y a 120 auteurs qu'on invite nous sous les tentes Festiblog. D'accord. Ensuite, on invite des communautés à occuper certaines tentes officielles qui sont au même niveau que les autres tentes, avec le même traitement, les mêmes pancartes, le même accueil des auteurs. Sauf que c'est les communautés qui gèrent leurs invités parce qu'on connaît pas tout le monde. Donc ça, au total, ça fait à peu près 200 auteurs. Et ensuite, effectivement, ça dessine dans tous les coins. Et comme il y a le square du Temple juste à côté, si vous allez dans le square, sur chaque banc, vous allez voir des gens qui dessinent entre eux parce que c'est l'occasion pour eux de se rejoindre. Peut-être que toute l'année, ils discutent sur leur blog et que là, pour une fois, ils se voient en vrai. Et donc, quand on disait tout à l'heure que ça marche, c'est vrai que pendant plusieurs années, vous étiez du côté de Bercy, donc c'est Cours Saint-Émilion. Le cours Saint-Émilion qui était blindé, même quand il pleuvait, ça débordait de monde. C'est pour ça que vous avez dû changer, vous avez pu changer. C'est pour ça aussi parce que le cours Saint-Émilion Bercy Village, c'est un lieu privé. Ouais. Donc c'est un peu compliqué d'organiser des choses là-bas parce qu'il y a beaucoup d'autorisations à avoir. Il se trouve que la mairie du 3e, qui aime le numérique, qui fait beaucoup de trucs artistiques, ils ont un parcours nomade autour de l'art numérique, nous a dit nous on adorerait vous recevoir. C'est une proposition qui ne se rate pas. Ouais, avec le petit square à côté, voilà, donc le square du Temple à côté, et 7000 personnes l'année dernière quand même. Alors, l'année dernière on a fait 2 comptes, donc une fois le samedi, une fois le dimanche. La police et les organisateurs. Non, c'est pas ça. Quasiment, parce qu'en fait il y a eu un compte de nous, un compte de la mairie, et on est arrivé à peu près au même nombre. Donc c'est facile vu que c'est dans une rue, on part d'un bout de la rue à 2 et puis on compte. Et en fait, oui, on arrive à peu près à 7000 personnes sur les 2 jours, en sachant que il y a peut-être la même les mêmes personnes le samedi et le dimanche, mais sur 2 jours, c'est le nombre de personnes qui sont sur le lieu. Alors cette année, parmi les invités, est-ce que tu as des nouveaux invités qui étaient peut-être pas là les années précédentes? Est-ce que tu as des coups de cœur? Est-ce que tu as des gens que toi t'as poussé personnellement pour qu'ils viennent? En même temps, t'as pas à pousser vu que c'est toi qui les invites. Mais alors des coups de cœur, si j'en cite, je vais me faire tabasser. Mais non. Langue de bois habituelle des organisateurs de festival. Des nouveaux invités, on en a plein. On se fixe un quota d'environ la moitié en nouveaux invités. Donc ça veut dire qu'il y a quelques déçus qui sont pas réinvités d'une année sur l'autre. On les réinvite régulièrement, mais c'est vrai qu'en 6 éditions, si on ajoute tous les ans les invités, ça devient ingérable. Quand même des aspects logistiques. La préfecture nous demande quand même d'être un peu régulier sur la manière dont on occupe le terrain. Donc, on a la moitié des invités qui sont nouveaux. Et ce qu'on a fait cette année, et qu'on a fait depuis 2-3 ans, c'est qu'on invite les gens à postuler au début de l'année, parce qu'on se dit, nous-mêmes, dans l'année, on n'a pas forcément le temps d'aller partout et on rate peut-être des gens. Et donc, cette année, on a eu 600 postulants sur lesquels on a gardé environ une centaine de personnes. D'accord. Donc il y en a la moitié de nouveaux et l'autre moitié qui sont des invités. Et donc tu vas pas citer de nom. Qu'est-ce que je pourrais vous dire qui me vient en tête? Il y a le Yoda Blog qui est assez marrant. Ah bah oui, qui va être publié d'ailleurs. Voilà, qui a eu un prix, Yoda Blog très très bon ça. Qui a eu un prix à Angoulême. Donc le Festiblog est membre du jury qui remet le prix de la révélation blog à Angoulême. Donc il a reçu cette année avec Lila et d'autres. Donc ça c'est quelque chose qui nous fait marrer, et puis en plus on est un peu geek, donc évidemment. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est des petites histoires dans l'univers de Star Wars, enfin des strips, c'est-à-dire 3 cases ou moins, avec à chaque fois une chute complètement délirante, avec des Yoda un Yoda déviant, enfin des choses assez marrantes. C'est complètement décalé. Ouais. Et puis dans un style tout autre, on a invité par exemple cette année la Charlotte du jour. Il y a toute une blogosphère qu'on appelle blogosphère girly. Si je dis ça, je vais encore me créer des problèmes. Enfin, on va dire une blogosphère qui a une tendance rose, par exemple. Tendance féminine. Encore pire. Et le risque, c'est de tomber dans des clones de Pénélope Baggio ou de Margot Motin ou d'autres qui sont quand même emblématiques. Et là, par exemple, la Charlotte du jour, c'est une illustratrice qui traite aussi de sa vie quotidienne, de mode et autres, mais avec un style graphique qui la démarque complètement. On pourrait la rapprocher de Kiraz ou d'autres auteurs de ce type-là. Et on s'est dit, tiens, ça c'est intéressant parce que dans une mouvance globale, elle apporte un petit plus, mais bon, il y en a plein d'autres de ce type-là. Et l'année dernière, vous disiez vouloir inviter des auteurs de webcomics, ça va être le cas cette année? Alors, il y en avait déjà l'année dernière, quelques-uns. Nous, comment on distingue le blog et le webcomics? Tout simplement sur le mode de lecture, c'est-à-dire le webcomics va avoir une lecture un peu plus linéaire, séquentielle, plus orientée de la gauche vers la droite. L'année dernière, ce qu'on a dit et qu'on n'a pas pu faire pour des raisons diverses, c'est inviter des auteurs américains.
Donc ça, c'est probablement prévu pour l'année prochaine, mais on a effectivement des auteurs de webcomics qui viennent de la plateforme webcomics.fr, où on a des gens qui participent à Les Autres Gens, qui est pour moi plus un webcomics qu'un blog BD. On va en reparler tout à l'heure des Autres Gens. On va continuer avec l'actualité. On revient vers toi en tout à l'heure. Hein, voilà, je vais pas. Allez, laissons-nous un peu de liberté. Alexandre, c'était la semaine dernière. Il y a eu un drôle de message. C'était le compte Twitter France Diplo. Voilà, France Diplo. Moi, je croyais que c'était un compte humoristique. En fait, je suivais pas. Et en fait, non, c'était un compte officiel, un compte du ministère des Affaires étrangères et européennes, qui avait d'ailleurs ouvert. C'était le premier ministère en France à avoir ouvert un compte Twitter. C'était il y a déjà plus d'un an. D'ailleurs, si on va sur leur site, on peut retrouver un papier assez autocongratulatoire, on va dire, où ils se félicitent d'avoir investi le web, etc. Bon, ça c'est la langue de bois habituelle. En même temps, France Diplomatie, depuis longtemps, est un site assez référence. Ouais. Sauf que là, en l'occurrence, compte Twitter, où c'est quand même un compte où ils se contentent de poster des liens vers des dépêches, des annonces, des communiqués, etc. Donc c'est pas non plus le top du top de l'interaction 2.0, etc. Sauf la semaine dernière. Sauf la semaine dernière, où du coup, là au niveau interaction, ils ont fait balèze. Au niveau interaction, je pense qu'ils pourraient pas faire mieux. C'était jeudi soir, sur les coups de 19h30, et c'était la journée, pour rappeler un petit peu en plus, la journée où il y avait un certain Nicolas Sarkozy à Bruxelles, où les esprits s'échauffaient autour d'une polémique sur les Roms, etc. Et on voit tout d'un coup, paf, apparaître dans le flux du compte France Diplo, Fuck you Romanian people, I hate you all and I want to destroy EU, donc comme l'Union européenne. Voilà, ce qu'on peut traduire par vous faire foutre les Roumains, hein, c'est même pas les Roms, les Roumains, je veux détruire l'Union européenne. Donc, et donc comme ça... Pour l'aspect 2.0, interactif, communicatif, je trouve que c'est pas mal. Hein, c'est du in your face, comme on dit. Et donc, plus de 45 000 personnes qui sont abonnées au compte ont pu lire ça. Et c'est resté quand même une demi-heure en ligne. Ce qui, à l'échelle d'une journée, d'une vie encore moins, bon, c'est pas extrêmement long une demi-heure, mais à l'échelle de Twitter, une demi-heure, c'est 3 semaines, quoi. Ouais, c'est d'ailleurs presque personne n'a vu qu'il l'avait supprimé après, ça se trouve. Voilà, enfin, si les gens ont dû aller voir un peu si c'était resté, et les gens ont surtout dû voir le petit message d'erreur où il disait nous avons été piratés, désolé, le tweet en question a été supprimé, nous avons effacé le message, nous prendrons les mesures nécessaires pour que ceci ne se reproduise plus. On a envie de dire tant mieux. Genre, on va éviter de mettre password en mot de passe de son compte Twitter. Ce serait pas mal. Et alors, ce qui est marrant, c'est que finalement, l'affaire n'a pas eu un tel retentissement que ça. Enfin, il y a pas mal de médias et de blogs qui en ont parlé. Notre article sur écran a bien fonctionné, etc. Mais ça n'a pas eu de retentissement particulier. Bon, il y a le site américain Gawker qui s'est moqué de la France à cette occasion-là parce qu'un lecteur français leur avait envoyé une capture d'écran. Mais à part ça, il n'y a pas eu de. Bon, c'est vrai que le truc écrit en anglais, tout en majuscule, voilà, il n'y avait pas de doute. Clairement, le doute n'a jamais existé. Tout le monde savait dès le départ que ça avait été piraté. Et c'est ce que m'a d'ailleurs dit Eric Bosque du ministère en question que j'ai eu au téléphone ce matin, qui disait en fait que vous n'avez encore aucune idée. L'enquête est en cours pour savoir comment ça a pu se passer, etc. Mais que ça n'avait pas causé de problème particulier parce que la nature du piratage était évidente et qu'ils envisageaient évidemment des poursuites judiciaires. Mais d'après son propre terme, ça peut prendre du temps si les pirates ont été futés. Voilà. Sans blague. Je pense que les petits malins qui ont piraté le truc peuvent dormir tranquille. C'est pas Bernard Kouchner qui va les attraper tout de suite. Voilà. D'accord. Et Twitter, juste, alors pour information, au moment où on enregistre cette émission, Twitter c'est n'importe quoi. Oui. Alors c'est du coup c'est toujours très particulier d'en parler vu que ça bouge très vite. Mais effectivement, au moment où on enregistre cette émission, il y a une espèce de ver qui se propage sur Twitter, de petit virus qui marche, on ne sait pas encore trop bien comment en fait. Il suffit a priori de taper sur, même pas de taper, de faire glisser la souris sur une ligne de code quand on est sur l'interface twitter.com pour voir son compte un petit peu repris en main, en tout cas voir des tweets apparaître qu'on n'a pas fait, et du coup ça fait des espèces de lettres. Enfin, Andrea, toi, tu l'as vu sur ton compte. Moi j'ai eu des lettres fluo vertes, style message extraterrestre, c'était très flippant. C'est un peu comme s'il y avait eu une prise de contrôle du truc. De toute façon, on va enquêter. On enquêtera. C'est pas la fin du monde. Je pense qu'on survivra à une attaque de Twitter, mais bon, c'était quand même assez rigolo pour être signalé. Bon, on passe au chronophage de la semaine. Cette semaine, ça s'appelle Give Up Robot et c'est un robot avec un grappin. On écoute ce que ça donne.
fait du bien un chronophage avec une musique aussi entraînante, avec la voix robotique qui nous rappelle presque Portal. Enfin, non, franchement, j'aime beaucoup. Oui, c'est sympa, surtout que c'est très psychédélique, des couleurs flashy, un peu comme le vert sur Twitter d'ailleurs. Et c'est susceptible de déclencher des grosses crises d'épilepsie, donc faites attention en jouant quand même. Mais c'est très très sympa. Hein. C'est un petit robot type Wall-E qui a la capacité de lancer sa pince pour se balancer au plafond et finir les niveaux. Voilà. Et voilà, donc c'est très rigolo. Il y a évidemment plein d'embûches dans tous les niveaux, de là d'éviter de tomber dans le vide. Hein. Il faut aussi éviter des petites étoiles mortelles, des missiles. Voilà, donc c'est très sympa et il y a une bonne longévité. Donc, je suis pas allé très très loin, moi. Hein. J'avoue, j'ai un petit moi, je suis bloqué au niveau 23, mais je sais qu'il y en a après. Donc, moi, le seul truc qui me gêne, c'est la direction à 45 degrés de jetage de grappin qui me fout toujours dedans. Dans les jeux type Bionic Commando ou les trucs pour ceux qui connaissent, on envoie un grappin normalement à la verticale. Hein. Il y a une logique comme ça. Et là, en fait, le robot, il envoie toujours le grappin à 45 degrés. Quel que soit à 45 degrés, à droite ou à gauche, et c'est une horreur, je loupe toujours tout. Enfin voilà. Donc tu tombes dans le vide. C'est pas grave. C'est mon problème après. Donc Give Up. Pardon. Give Up Robot 2, c'est à retrouver évidemment sur la rubrique chronophage d'écran.fr. Alors, là c'est la minute même. Alors, juste une précision, dans les mèmes, normalement, tous les mèmes ne chantent pas. Alors là, c'est pas une comédie musicale. Les mèmes ne sont pas une comédie musicale. Hein. On avait parlé d'ailleurs des détournements des photos de Leonardo DiCaprio, ça ressemble plus à ça. Mais là, en ce moment, tout le monde se met à chanter, c'est bizarre. Et cette fois-ci, c'est Bad Intruders. Alors, c'est quoi l'histoire, hein? En fait, comme beaucoup de vidéos virales, ça commence avec un fait divers filmé donc à la télé américaine. Donc, en fait, l'histoire en elle-même est pas très très rigolote. C'est le moins qu'on puisse dire. Voire pas du tout, en fait. C'est en juillet dernier, en Alabama, donc aux États-Unis, un homme s'introduit par effraction dans une maison et tente de violer une femme dans sa chambre. Et donc c'est vraiment pas drôle. Mais le côté comique de la chose. Mais il n'y arrive pas, je crois. Il n'y arrive pas. Non, il tente. C'est une tentative. Oui, il tente. Qui ne tente rien n'a rien, d'ailleurs. Non, Alexandre. Non, là, c'était vraiment pas approprié, merci. Non, et donc. Oui, donc. Donc, fail. Hein, ça ne marche pas. Et là, le frère de la victime est interviewé par la télévision américaine. Voilà, c'est vraiment le côté comique de la chose, c'est dans le frère de la victime. Antoine Dodson, qui a fait fuir donc le bed intruder en entendant sa sœur hurler. On écoute, on voit ce que donne son témoignage en version originale. Voilà. Well, obviously we have a rapist in Lincoln Park. He's climbing in your windows. He's snatching your people up, trying to rape them. So y'all need to hide your kids, hide your wife, and hide your husband because they're raping everybody. Voilà, donc Antoine Dodson. C'est génial, c'est une espèce de gangsta mais au bras de poulet, avec un bandana rouge. Et donc, au lieu de s'adresser à la journaliste, il s'adresse directement à la caméra et aux téléspectateurs en leur conseillant donc de cacher leurs enfants, leurs femmes et même leurs maris parce qu'ils violent tout le monde ici. Voilà. Et il s'adresse aussi aux violeurs en disant en gros t'es cuit, on va te retrouver, et c'est improbable et c'est génial, quoi. C'est génial, et là arrivent les Gregory Brothers. Voilà, donc c'était déjà assez surréaliste, mais ça l'est encore plus avec les Gregory Brothers qui sont spécialistes de l'autotune, donc ce logiciel qui donne une voix un petit peu métallique et qui permet de faire chanter. Mélodie. Alors l'autotune, vous l'avez rencontré déjà avec un certain Double Rainbow au début de cette saison, et voilà, et là les Gregory Brothers arrivent et font une espèce de mélodie R&B incroyable, aussi tenace que le Trollolololo, donc attention. 24 millions de vues actuellement sur YouTube. He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape them, so y'all need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, and hide your husband, cause they're raping everybody out here. You don't have to come and confess, we're looking for you, we gon' find you, we gon' find you, so you can run and tell that, run and tell that, run and tell that, homeboy, homeboy. We got your t-shirt and the left fingerprints and all, you are so dumb. You are really dumb, for real. The man got away, leaving behind evidence. I was attacked by some idiot in the project. So dumb, so dumb, so dumb, so dumb. He's climbing in your windows, he's snatching your people up, trying to rape them. So y'all need to hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, hide your kids, hide your wife, and hide your husband, cause they're raping everybody out here. You don't have to come and confess, we're looking for you, we gon' find
find you. We gon' Bon, on va peut-être attendre. Oui, préparer écran.fr le podcast, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Hein. D'ailleurs, tu as fait une trouvaille assez intéressante sur Wikipédia tout à l'heure en cherchant des infos sur Autotune. Oui, il faut savoir que le logiciel a été pour la première fois utilisé dans un tube avec Cher et le single Do You Believe. Je vais pas vous faire une imitation. In Love Afterlife. Voilà. Et c'est génial. Enfin voilà. Et dont on appelle l'effet autotuné le Cher Effect. Le Cher Effect. Voilà. Donc voilà. Bon, de toute façon, maintenant la vidéo est sur Internet. Vous pouvez autotuner le podcast d'écran.fr si vous voulez. Hein. On serait très curieux de savoir ce que ça donnerait. Tout à fait. Voilà, 24 millions de fois. Donc le pauvre. Mais alors juste pour préciser, Antoine Dodson, on pourrait se dire les Gregory Brothers parce que la chanson est en vente sur iTunes. Oui, 90 000 ventes. Est arrivée dans les charts. Et on pourrait se dire que les Gregory Brothers se sont servis du malheur des autres, mais non, parce que la moitié des recettes sont reversées à Antoine Dodson, qui a d'ailleurs fait un site web pour récolter de l'argent, récolter des fonds, etc. Donc il n'y a pas de victime dans l'affaire. En tout cas, tout se termine bien. C'est merveilleux. On ne sait pas s'il a été attrapé, par contre. Non. Le violeur, non. Le chanteur. D'ailleurs, le chanteur qui ne ressemble plus du tout à l'image que vous avez pu voir ou à la façon dont il était présenté dans le reportage d'origine, parce qu'on l'a vu rencontrer en vrai donc les Gregory Brothers dans leurs locaux, je crois que c'est à New York ou je sais pas où, peut-être à Los Angeles, enfin bref, et il ressemble maintenant à un espèce de pimp à mi-chemin entre Vincent McDoom et Beyoncé. Enfin, c'est assez curieux. Enfin bon, bref. Oui, pas gangster voilà. du tout. Pas du tout. Alors, un des lancements de cette semaine, allez, sans transition, hop, soyons fous. Un des lancements de cette semaine, c'est celui de Diaspora, enfin pas un lancement officiel, un lancement en douce, enfin voilà, on diffuse le code. Voilà. Diaspora, c'est quoi? Mais en fait, Diaspora, c'est un peu l'histoire de David contre Goliath dans la révolution numérique. Donc, Diaspora Non, mais non, qu'est-ce que c'est que ce lancement? Il va falloir que l'ONU régule, mademoiselle. C'est quoi ce lancement là? Bon, Diaspora, Facebook, voilà. Bon, oui, bref. Diaspora, il est qualifié de Facebook alternatif, rien que ça. Et donc, il a mis le 15 septembre dernier son code source à disposition des développeurs. Donc, pour le moment, il n'y a pas de version prête à l'emploi. Mais c'est intéressant parce que ce sont 4 étudiants new-yorkais, donc des jeunes entrepreneurs, qui osent venir défier Facebook sur ses propres terres du réseau social en proposant, je cite, un réseau social open source, respectueux de la vie privée, contrôlé par les utilisateurs et entièrement à construire. Autrement dit, même s'ils attaquent pas clairement Facebook, évidemment, Diaspora, c'est un peu le jumeau sympa du site de Zuckerberg qui laisse tout le contrôle à ses utilisateurs en leur permettant d'héberger leurs propres données sur leur propre serveur. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, Diaspora est basé sur une technologie peer-to-peer, voilà, d'échange de données entre utilisateurs. Et là où c'est intéressant, c'est que ils ont créé le projet en réaction à tous les débordements de Facebook et à tous les atteintes de la vie privée dont on a déjà parlé ici, en fait. Donc voilà, exactement. Donc en fait, Facebook s'est centralisé. Les données sont dans le cloud, alors que là, on garde vraiment le contrôle sur ses propres données, sur ce qu'on veut partager avec ses amis. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous en parle aujourd'hui parce que le code justement a été distribué aux développeurs. Alors pour l'instant il y a des espèces de plateformes de démonstration mais qui ne servent pas à grand chose parce il y a beaucoup de bugs et puis il y a rien. Et surtout il y a des failles de sécurité, il y a des choses assez rigolotes. Oui. C'est vrai que pour un lancement c'est pas terrible. Au-delà des questions légitimes qu'on peut avoir autour de la réussite future du projet, notamment sur sa capacité à rassembler du monde et notamment le grand public autour de la notion de préservation de la vie privée, pas sûr que le grand public soit très attentif à ces questions. En fait, Diaspora s'est lancé dans un torrent de failles de sécurité relevées par des hackers. Mais en même temps, c'est l'avantage aussi d'être en open source, c'est que voilà, ils balancent leur code, donc tous les gens qui sont motivés pour aller chercher d'où viennent ces failles et pour les réparer, ils peuvent le faire. C'est ce qui a été fait, ça a été envoyé aux 4 jeunes de Diaspora pour qu'ils régulent un petit peu tout ça. Donc à suivre, la version définitive sera disponible en octobre et à voir ce qui a été amélioré et s'ils ont enlevé ces failles. On en reparlera évidemment à ce moment-là. Voilà. Yannick, on revient vers toi. Donc le Festival des blogs BD, donc on répète, c'est ce week-end, donc mairie du 3e arrondissement à Paris. Si vous voulez venir vous faire dédicacer des dessins, enfin des feuilles, des dessins, des bras, des clés voilà, USB, par vos blogueurs BD préférés. Tiens, on
on a quand même, on va parler des nôtres parce qu'en fait on s'est un peu concerté et on s'est dit nous on va dire nos 3 blogs BD et alors on va pas du tout faire dans l'originalité. J'espère qu'ils sont là. Non mais je crois. Oui. Bon, parce que donc on va faire un top 3 parce que on aime bien les top 3 et on va dire en plus le 3e sera pas content parce qu'il y aura que la médaille de bronze, mais donc on a décidé de mettre le 3e, c'est Boulet parce que pour nous il est absolument incontournable. C'était un des pionniers des blogs BD et c'est vrai que sur les thématiques geek, un peu jeux vidéo, imaginaire, imagination, les délires comme ça, c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, j'ai une question sur Boulet. Il est vraiment roux. Oh mon Dieu. Non, c'était pas cette question en fait. Il est sur toutes les lèvres de tous les dessinateurs, blogueurs. J'ai vu un reportage très intéressant réalisé sur l'édition 2009 et tout le monde était là. Oh mon Dieu, je vais dessiner à côté de Boulet, ça va être horrible. Alors est-ce que c'est le roi du Festiblog? Est-ce que c'est le roi craint et respecté? C'est le parrain primal. Ça a été le premier parrain du Festiblog. Non mais Boulet, c'est un gars qui est capable de faire 260 dessins en un week-end. Donc c'est un robot. Et par exemple l'année dernière, c'est ce qu'il a fait. Donc cette année, il va faire l'extrême inverse. Au lieu de faire plein de dessins en 2 minutes et sur lesquels il a l'impression de bâcler, mais enfin n'importe qui serait ravi de recevoir un tel dessin. Cette année, il va réaliser une expo en temps réel, donc il va passer 1 heure, 2 heures sur chaque dessin. Mais il l'avait déjà fait il y a quelque temps, où en fait les gens arrivaient, lui donnaient un thème, il prend son temps, il expose et après les gens repartent avec le dessin. C'est exactement ce qu'on va refaire cette année. Non, mais c'est quelqu'un qui est d'abord un virtuose incroyable, il serait en train de vous parler comme moi, il pourrait dessiner avec une main et mettre en couleur avec l'autre, et je l'ai vu faire ce genre de choses, donc ça c'est assez agaçant pour les autres dessinateurs. Il a une voix grave, il est grand, donc il en impose, et puis voilà, et puis il se trouve que quand on a les performances de son site et la production qu'il a, effectivement, ça positionne dans le milieu, quoi. D'accord. Alors en numéro 2, c'est un jeune homme qui, vraiment nous on est assez fans, Sébastien Vives, qui est capable, en fait, qui a un talent du dialogue, lui. Alors dans les blogs BD, c'est-à-dire que il est capable de faire une BD avec environ 25 fois le même dessin et où il y a juste les bulles, c'est juste un dialogue entre 2 personnages et ça a des résultats complètement dingues. Lui, il est assez jeune, je crois en plus. C'est là qu'il est très Bastien, très c'est un mutant. Si vous avez vu ses albums de bande dessinée, il a une diversité de styles assez hallucinante, une très grande qualité de narration et de dessin anatomique. Vraiment, il est extrêmement fort pour son âge. Ceux qui connaissent son pseudo d'avant, que je vais pas balancer là, me savent qu'il faisait des choses totalement différentes avant. Non, je ne le connais pas. Je vous laisserai chercher pour la prochaine fois. Vous chercherez les premiers travaux de Bastien Vives et ça vous étonnera. Et effectivement, sur son blog, là, il fait des choses... Alors, il a quel âge ça fait tellement d'années qu'il a 24 ans qu'il doit avoir un peu plus. Ouais, il doit avoir 25 maintenant. Et surtout, sur son blog, il dit des trucs absolument atroces. Avec un humour noir absolument génial. Absolument génial. Et alors, la première place, pour ceux qui suivent écran.fr, ça devrait surprendre personne. C'est évidemment Marion Montaigne et Tu mourras moins bête. Voilà. On est absolument fan. C'est vraiment l'idée. Parce qu'on parle souvent, dans le cas de Boulet et de Bastien Vives, ce n'est pas vraiment le cas, mais il y a le côté autobiographie dans les blogs BD, et puis il y a les gens qui racontent des histoires, qui partent dans des délires, et donc Tu mourras moins bête, c'est donc des chroniques scientifiques avec le professeur Moustache qui explique quelque chose. Le dernier en date, c'est pourquoi est-ce que la greffe de visage, c'est pas aussi simple que dans Volte-Face, le film de John Woo, et c'est particulièrement intéressant. Avec une représentation de Travolta juste magistrale. Voilà. Donc Marion Montaigne. Elle sera là, Marion Montaigne ? Elle sera là. Formidable. Pour vous dire à quel point j'ai failli l'éditer dans mon autre vie d'éditeur chez Delcourt. Ça ne s'est pas fait et pourtant je l'ai invitée parce que j'aime tellement ce qu'elle fait que voilà, ne mélangeons pas les choses. Elle sera là. Et je pense, alors c'est pas nous qui nommons les marraines du festival, c'est les parrains et les marraines de chaque édition qui nous suivent, mais ça me paraît très légitime que dans les années à venir, elles finissent par être marraines des éditions. On espère bien. Un des phénomènes, enfin pas des phénomènes, mais une des nouveautés cette année dans le milieu des blogs BD, c'est le projet Les Autres Gens de Thomas Cadenne. On l'avait reçu en début d'année dans le podcast d'Écran, parce que un des problèmes entre guillemets du blog BD, c'est que c'est gratuit. Alors, est-ce que c'est un problème ? Non. Est-ce que c'est un problème ? Non. Mais est-ce que l'un des problèmes, c'est que ça ne fait pas vivre tous les auteurs qui en font. C'est comme tout. Bon, moi je dirais,
Juste pour clore ce truc-là, j'ai un bon ami Rohito qui s'occupe de Creative Commons qui m'a dit il n'a jamais été écrit qu'un artiste devait rouler en limousine et je suis assez partant là-dessus. Voilà. Que bon, la question de l'argent est une question prégnante pour les gens qui ont besoin de vivre. Tu viens de dire mon ami Hirohito, c'est ça? Rohito. Rohito. C'est pas le même, hein, Ouais, attention. Pardon. Voilà. Tu confonds avec Orahito, Hirohito, Non, mais c'est pas les mêmes. Non, c'est le mec qui fait des conférences sur World of Warcraft aussi, non? C'est pas lui. Voilà, c'est formidable. J'adore ce qu'il fait. Ben voilà. Bon, allez, rattrapage. Chou. Bon, Thomas Caden, il a lancé un truc qui est assez impressionnant, c'est qu'il s'est dit on va créer un soap opéra sur Internet, quelque chose que certains ramènent à Plus belle la vie. Bon, ça c'est un Plus belle la vie luxueux. Mais surtout, il s'est dit et pour que les gens continuent à le faire et que ça prenne du sens et qu'on puisse y accorder du temps, eh ben on va mettre en place un modèle payant. Et c'était pas gagné parce que c'est pas à vous que je vais expliquer l'idée que la culture doit être gratuite sur Internet, point barre, comme problème générationnel. Bon, bref. Et il s'en sort pas mal. D'ailleurs, j'ai pas les chiffres exacts, mais enfin, il n'empêche qu'il a des abonnés. Bon, en tout cas, les chiffres en nombre de pages de dessins publiés depuis avril, mars, le début, c'est complètement incroyable. C'est un jour, une série de dessins par jour. C'est l'équivalent de 6 planches de bande dessinée par jour, donc ça fait l'équivalent d'une centaine de planches ou 200 par mois, parce qu'il y a plutôt 100 parce qu'il y a les week-ends et autres, pour un tarif ridicule. Je crois que c'est 2,99 € par mois et que c'est dégressif si on s'abonne sur le long terme. Et surtout, il anime ça, et ce qui est génial, c'est que chaque jour, le dessinateur change. Ça veut dire que derrière, il y a un boulot d'organisation colossal. Relancer un auteur pour qu'il rende ses planches en temps et en heure, ça doit pas être simple. Donc, moi, je suis complètement admiratif de ce qu'il fait. Et donc, ils seront présents, les gens des autres gens? Il y a des gens des autres gens qui seront présents. Forcément, parce qu'en fait, il y a beaucoup de blogueurs dans le cadre de la communication, on en parle aussi, si ce n'est que nous, on a tendance à penser que le Festiblog, c'est le festival de la BD interactive ou numérique ou sur le web, ce que vous voulez, gratuite. Ce qui nous démarquera à longue échelle du fait que tout le monde se met à faire de la BD sur iPad, sur iPhone et tout ça payante, et qu'un jour, si on veut continuer à exister, ce qui n'est pas non plus une fin en soi, mais si on veut garder du sens, nous, ça sera le festival de la BD gratuite. D'accord, mais bon, ils sont là parce que... Mais ils sont là parce que d'abord c'est génial, qu'on veut les soutenir, et puis qu'en plus, pour la plupart, ils ont aussi des blogs gratuits en parallèle. Donc alors, petite incitation, pardon, c'est vrai que les autres gens, c'est 3 € par mois, et franchement, c'est impressionnant. Et ça les vaut largement. Et pour ceux qui auraient peur de prendre l'histoire en cours, je crois que chaque mois, il y a un résumé des mois précédents, fait par un auteur particulier. Par un auteur invité un peu exceptionnel. Et en gratuit, et d'ailleurs, on en avait parlé ce mois-ci, c'est Boulet qui fait le résumé des 6 ou 5 premiers mois des autres gens, et franchement son résumé vaut le coup aussi, même si on connaît l'histoire. Juste rapidement, on s'était déjà vu l'année dernière à d'autres occasions, mais un des sujets qui te tenait à cœur, tu en as juste évoqué rapidement, c'était la BD numérique. Est-ce que ça a avancé? Est-ce que ça avance, ce genre de choses? Alors moi je suis directeur de collection avec plutôt une emphase sur le numérique chez Delcourt depuis juillet l'année dernière. Est-ce que ça avance? Ça avance dans plein de points. D'abord, ça avance sur les lecteurs. Quand même c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, moi, si je lis un comics sur l'appli Marvel sur mon iPad, c'est quand même extrêmement agréable parce que c'est quasiment la taille de la planche originale. Donc, on commence à avoir des notions d'ergonomie dans les lecteurs qui sont sympas. Ça avance sur la compréhension des prestataires de ce que c'est que la BD, donc la scénarisation de la lecture de la BD est intéressante. Ça avance dans la discussion entre les syndicats nationaux des éditeurs et le syndicat national des auteurs, créateurs et autres, mais ça n'avance pas vite. Parce que ces gens-là... une certaine inertie. Non, mais il y a un problème de fond, c'est qu'aujourd'hui, personne ne souhaite s'engager sur ce que donnera un marché qui n'existe pas. Or, ce marché n'existe pas. Les meilleures ventes de BD chez Isneo, AV Comics, que sais-je, tous les prestataires qui se mettent entre l'éditeur et la version numérique, doivent avoisiner en moyenne quelques centaines d'exemplaires au mieux. Donc il n'y a pas de marché. À partir de là, il est difficile de lui donner une réalité économique et donc de s'engager. Or, avant, la valoir que donnait un éditeur à un auteur, c'était moi je vais exploiter tes droits et je te donne ça parce qu'au minimum je vais te rapporter ça. Il
il se trouve que cet avaloir est pour beaucoup du financement de la création. C'est-à-dire, je te donne l'avaloir, ça te donne de quoi vivre pendant quelques mois, fais-moi la BD. Donc, on est dans un modèle qui est un petit peu proche de la production, sauf qu'il n'y a pas les droits de producteur. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Certains essayent de requalifier ça par effet de bord en œuvre audiovisuelle, parce que finalement, ça bouge, il y a du son et tout. C'est compliqué. Ah oui, c'est peut-être pas si simple en fait. Non, c'est extrêmement compliqué. En fait, l'aspect créatif, c'est presque le plus simple. C'est tellement, et le problème, c'est que ça crée tellement d'angoisse pour savoir qui va se faire avoir dans cette histoire, en sachant que potentiellement c'est les deux. Parce que si le marché n'aboutit jamais, ou si, je sais pas moi, si d'un seul coup le monde de l'édition explose et que tout le monde se retrouve à dealer directement avec Amazon, je peux vous dire que pour Marc Lévy, si on prend la littérature, ça marchera bien, mais pour le gars qui commence du coin de sa rue, ça sera un peu plus dur Donc, économiquement, ça n'avance pas, ce qui fait que créativement, il y a plein de gens qui sont tellement angoissés par est-ce que je vais pas me faire avoir, est-ce que je vais pas travailler pour rien, il n'y a pas beaucoup de sollicitations des auteurs qui se disent d'abord j'attends qu'il y ait un cadre établi qui me permette de savoir comment je vais faire les choses et ensuite j'irai. Donc moi par exemple, je travaille avec 2-3 auteurs, notamment qui s'appelle Marc-Antoine Mathieu, qui est un grand... un grand, oui. Un grand. Et lui, il avait une envie depuis des années qui était bloquée pour des raisons techniques, on va dire, dans un truc, je lui ai trouvé des solutions techniques. On travaille sur une BD qui sortira en septembre 2011, qui existera en version papier, en version numérique, avec 2 expériences totalement différentes de lecture, très complémentaires, mais la même histoire. Et ça sera une vraie œuvre pensée pour le numérique, mais c'est beaucoup de travail. On a commencé l'année dernière, ça sera fini l'année prochaine. Ah oui. Et donc, ça nécessite des gens qui ont cette envie avant tout. Et pour les autres, c'est trop neuf, il n'y a pas encore tant de réflexion que ça. Dans le Festiblog, on essaiera de créer une BD numérique, qui sera en fait une BD réalisée sur papier, mais dont la lecture sera plus ou moins hypertexte au final. D'accord. Bon de toute façon, on se retrouvera donc ce week-end. On répète, le Festiblog, c'est mairie du 3e. Voilà, vous pourrez rencontrer tous les auteurs de blog BD que vous aimez. Enfin, pas tous, mais une bonne partie. En tout cas, on finit ce podcast qui a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude, mais on va pas y échapper quand même. On va pas y échapper cette semaine. C'est ça. On va pas y échapper. C'est l'heure du trailer. Et une fois n'est pas coutume, une bande-annonce d'un film indien qui va sortir a priori bientôt à grande échelle, 3000 écrans dans le monde, 3 langages différents pour la sortie. Le film s'appelle Endiran, alias The Robot, qui veut dire donc le robot en français. Et c'est un film à gros budget qui a l'air très con avec un robot. C'est un mix entre Frankenstein et il y a des scènes de comédie musicale évidemment à la Bollywood et des effets spéciaux un peu entre Terminator et Matrix. Ça a l'air absolument génial. En plus avec les stars du cinéma indien dont je ne vais pas essayer de prononcer les noms ici. On voit les images, on les écoute, c'est très bien. Hello boy, Mike Robo. मैं एक दिखता इंसान होकर हूँ एक मशीन। Command mode activated. He's unbelievable. He's like a superhero. मुझे कोई नहीं मिटा सकता। C'est vrai que ça laisse songeur. Oui. C'est moi qu'on puisse dire. Je l'attends avec impatience. Et donc on sait qu'il sort en France Oh, sans doute pas, non mais... Enfin, si, j'espère que oui, mais à mon avis, on aura plus de chance de le trouver dans le métro de République en vente par les petits paquis. Ok. Bon Yannick Lejeune, encore merci. De nous avoir accompagnés pour ce 3e podcast de la saison. On se retrouve la semaine prochaine sur écran.fr et sur No Life évidemment. Ciao. Bye.